Alors, les musiciens sont prêts, donc on va pouvoir y aller. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette fête de meeting, ou je sais pas comment on dit, ce meeting festif, pour célébrer presque la victoire de Sandrine Rousseau. Moi, j'anticipe les choses. Ouh la merde. Je pense qu'elle va gagner dimanche soir, donc j'anticipe. Et je pense qu'on est là pour célébrer ça. J'ai quelques petites choses à vous dire auparavant. Si vous voulez diffuser sur les réseaux sociaux, parler de ce qui va se passer ce soir sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire avec les hashtags législatives 2022, avec le hashtag V comme victoire, et avec un dernier hashtag, mais j'ai oublié. Théo, c'est quoi le dernier hashtag ? Et NUPES, ah bien sûr, le hashtag NUPES, N-U-P-E-S, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, avant de donner la parole aux différents intervenants et intervenantes, je vous propose d'écouter un groupe de musique qui, si j'ai bien compris, c'est un peu créé pour l'occasion, qui s'appelle Ligne 10. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from outer space. I just woke in to find you here without a look upon your face. I should have changed that stupid luck, I should have made you leave your key. If I'm not for just 1 second, you'll be back to bother me. Go on, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you know the welcome anymore. Want you the one who try to help me with goodbye. You think I'd crumble, you think I'd lay down and die. Oh, no, 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 I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, I've got all my life to give. I'll survive, I'll survive. It took all the strength I had not to fall apart. Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. So it felt like dropping in and just expect me to be free. Well, now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not the welcome anymore. Want you the one who tried to break me with goodbye. You think I'd crumble,
love can do that too. So I hope every morning I pray every night, trying to convince me that I don't love you. La 9e circo, j'enverrai Mélenchon à Matignon et Darmanin démission, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1500, vous trompez pas de bulletin, rendez-vous le 19 juin. Pretty good actress in my show, where we wandering the world, walking up as roosters crow. Fantasy to be the world, 'cause you know, don't you know? Oh, mad I am, but you don't even know. Oh, 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 I know. Don't you know? Your eyes, my words alone, with you every day glows. Je voterai Sandrine Rousseau dans la 9e circo. J'enverrai Mélenchon à Matignon, Darmanin démission, la retraite à 60 ans. Voterai Sandrine Rousseau dans la 9e circo. J'enverrai Mélenchon à Matignon et Darmanin démission, la retraite à 60 ans. Je suis qu'à 1500, vous trompez pas de bulletin. Rendez-vous le 19 juin. Voterai Sandrine Rousseau dans la 9e circo. J'enverrai Mélenchon à Matignon et Darmanin démission. Bravo, bravo mille fois. Ligne 14, on peut encore les applaudir à nouveau. Bravo à vous. Super dernière chanson. Incroyable dernière chanson. Donc encore une fois, merci à tous et à toutes d'être là pour ce meeting festif de Sandrine Rousseau. La vraie Sandrine Rousseau, parce que sur cette circonscription, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu 2 Sandrine Rousseau qui se sont présentées au premier tour. Et d'ailleurs, ça a valu quelques contrariétés, j'ai envie de dire, à une personne, je crois, qui est dans cette salle, Patrick Dehaas. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Patrick Dehaas, en fait, il s'est mis devant son bureau de vote et il a indiqué aux électeurs et aux électrices qui rentraient dans le bureau de vote que, en fait, il ne fallait pas choisir la première Sandrine Rousseau dans l'ordre des bulletins de vote, mais qu'il fallait aller choisir la deuxième. Parce que c'est vrai que ça a induit en erreur. Je rappelle que c'est le parti Chasse, Pêche, Nature et Tradition qui avait investi une fausse Sandrine Rousseau qui n'habitait bien sûr pas la circonscription, avec une magnifique photo, genre de je ne sais où d'ailleurs, d'une campagne de Normandie qui ne représentait absolument pas le 13e. Et donc Patrick Dehaas, je ne sais pas si tu es là, Patrick. Patrick, viens Patrick. Patrick a quand même fait, je ne sais pas combien, il est passé une nuit en garde à vue pour avoir prévenu les électeurs et les électrices devant son bureau de vote qu'il fallait voter pour Sandrine Rousseau de la NUPES et pas Sandrine Rousseau de Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Patrick tient la parole. D'abord applaudissez-le. Bonsoir, merci. Donc ce qui s'est passé très brièvement, donc effectivement plus proche. Je revenais une centaine de kilomètres en étant chez des amis à la campagne pour voter, donc je suis revenu exprès à Paris. Et là, je prends les différents bulletins de vote.
je voulais voter Sandrine Rousseau, elle. Et je vois tout de suite, assez rapidement, en 5e position, étalée sur la table, Sandrine Rousseau. 8e, pardon, c'est possible, 8e. Donc je dis, bon, spontanément, je prends ce bulletin Sandrine Rousseau, et puis quand même, en regardant un peu plus près, je vois que c'est bizarre. Et puis surtout en voyant le sigle CNPT en dessous. Donc je continue le bout de la table, et tout à fait au bout, effectivement, en 13e ou 14e position, 13e position, comme ici, oui. Il y a la bonne Sandrine Rousseau qui est là. Donc j'en parle au président du bureau de vote, qui dit ben oui, mais bon, les deux Sandrine Rousseau ont eu légalement le droit de se présenter, donc on ne peut rien faire. Alors je propose de dire, est-ce que si on mettait les deux tas Sandrine Rousseau côte à côte, au moins les gens verraient qu'il y a deux Sandrine Rousseau et se poseraient un petit peu des questions, et ça éliminerait la confusion. Et là on m'a dit non, c'est pas possible, puisque il y a eu un tirage au sort qui fait que l'ordre des bulletins est le même que celui de l'ordre d'affichage. Donc c'était pas possible. Je lui dis mais oui, mais vous voyez bien qu'il y a nécessairement une confusion. Les gens qui viennent sans Rousseau, ils prennent le premier bulletin, et il faut regarder un petit peu pour voir que c'est pas elle. Alors mais si, bon, on va savoir. Donc je vote avec le bulletin vert, pas l'autre, et je sors en étant un petit peu vexé d'avoir failli m'être trompé. Et à la sortie de l'école où se trouvaient les deux bureaux de vote, c'était en face de la rue Jeanne d'Arc, je me mets en position d'informer les personnes qui rentrent pour leur dire faites attention, il y a deux candidats qui ont le même nom, même prénom. Alors certains disent ah oui, je sais, Sandrine Rousseau, bon, etc., parce qu'ils ont vu les réseaux sociaux que moi je n'avais pas vus. Moi je suis arrivé vraiment ne le sachant pas du tout. Alors évidemment ceux qui le savaient c'était facile, il fallait faire un petit peu attention. Ceux qui ne le savaient pas c'était moins évident. Donc je leur signale. Alors donc certains savaient, d'autres ne savaient pas, sont un peu étonnés, effarés. Et quand nombre d'entre eux, quand ils ressortent, je ne sais pas s'il y en a par hasard dans la salle ici, me remercient en disant mais heureusement que vous m'avez prévenu parce que sinon, non, j'aurais pris le premier bulletin Sandrine Rousseau et puis basta. Bon, donc j'ai fait ça pendant, je sais pas, 3 quarts d'heure, 1 heure à peu près, en répétant toujours cette même phrase. Non, alors oui, je le signale, bon, ça a été dit dans l'article du Monde qui est sorti cet après-midi. Alors dans les commentaires, il y a plein de gens qui disent pas militant, mon œil, etc. Bon, par ailleurs, il y en a qui disent ah oui, Patrick Dehaas, évidemment. Bon, alors je le dis puisqu'elle est là, je n'ai aucune inimitié pour Caroline Dehaas, mais nous n'avons strictement aucun rapport familial. Et on ne se connaissait pas avant ce soir, c'est la première fois qu'on s'est croisés. Donc voilà, mais il y a beaucoup de commentaires qui jouent sur ce patronyme. D'accord, mais là c'est la première fois qu'on parlait un petit peu de moi dans la presse, donc j'étais quand même curieux. Bon, voilà. Donc, comment ? Il y a aussi 2 Dehaas. Oui, il y a 2 Dehaas, voilà, il y a autant que de Sandrine, voilà. Bon, donc après, il y a les flics qui sont arrivés. Et en plusieurs temps, ça s'est passé en plusieurs temps, et donc ils m'ont emmené au commissariat devant un officier de police judiciaire, et l'officier de police judiciaire n'a rien voulu entendre de ce qui s'était passé, mais rien, vraiment rien, je n'ai pas pu dire ce qui s'était passé. Et ils m'ont dit, mais de toute façon vous êtes en garde à vue. De toute façon vous êtes en garde à vue, c'est-à-dire que la décision a été prise avant que je ne puisse dire 2 mots sur ce qui s'était passé. Bon, voilà, donc j'ai été emmené par les flics au 2e ou 3e sous-sol du commissariat du 13e arrondissement, une nuit très agréable avec des portes qui claquent, des portes en fer qui claquent, des bruits, des grincements de clés, des hurlements des cellules voisines, des gens qui se parlent d'une cellule à l'autre, vous voyez. Et puis évidemment les parfums d'urine qui passent par les bouches d'aération, et donc dès que quelqu'un va pisser 3 cellules plus loin, ça passe aussi par la mienne. Bon. Et puis les matelas évidemment très confortables. Bon. L'avocat
l'avocat m'a dit prenez une bonne douche à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de maladies infectieuses qui passent par là. Par ailleurs, le Covid, évidemment, c'est aussi possible puisque les cellules sont totalement fermées. Hein. Il n'y a pas de fenêtre, même avec barreaux. Il y a 3 pavés de verre en haut et c'est fermé. Hein. D'accord, bon, je laisse la parole. Merci beaucoup Patrick pour ton témoignage qui je pense est symptomatique de l'ambiance actuelle qui est à mon avis due en partie par notre politique gouvernementale. Donc je vais donner la parole tout de suite à Grégory Doucet, le maire de Lyon, Europe Écologie Les Verts, qui est venu tout spécialement pour soutenir les candidats de la NUPES à Paris. Et je le rappelle, Grégory, finalement, qui avait été un peu visionnaire parce qu'au deuxième tour des élections municipales, il y a maintenant 2 ans, il avait réussi à faire un accord, à conclure un accord qui ressemblait peu ou prou, finalement, à cet accord de la NUPES. Donc on peut un peu lui donner le droit de préséance, en fait, sur cet accord de la NUPES. Merci, Grégory. Merci. Sandrine, si on te pose des questions ce soir, est-ce qu'un gendarme viendra nous voir après? Non, je vais être assez court, puisque vous savez déjà maintenant une partie de la fin de l'histoire, mais j'avais quand même envie de vous la raconter. Simplement vous dire que moi je suis très heureux et très fier, Sandrine, de venir participer à ta campagne. Je suis très heureux et très fier d'une manière générale de soutenir celles et ceux qui se sont engagés et qui ont fait en sorte que cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, elle puisse voir le jour. Effectivement, moi j'en faisais partie, donc je faisais partie de ceux qui ont très rapidement, après l'élection présidentielle, défendu l'idée d'un accord global, mais finalement, comme tu l'as rappelé, tout ça a été, en tout cas pour nous Lyonnais, très naturel, puisque la NUPES, on la pratique depuis 2020. Et ce que j'avais envie de vous dire ce soir, c'était peut-être de vous partager un peu un témoignage à la fois de ce qui s'est passé en 2020 et aussi un peu de ce qui se passe depuis, parce que finalement, on ne sait pas encore quel va être ce qui va se passer après le 19 juin, quand on aura gagné les élections et qu'on sera en train de gouverner. Il faut savoir comment tout ça va se mettre en place. Alors, je vais vous donner quelques éléments d'éclairage, en tout cas, je vais essayer. En fait, il y a 2 choses que j'avais envie de vous dire par rapport à la NUPES. Déjà, pour vous rassurer, c'est que depuis 2 ans, avec les communistes, avec les socialistes, avec les insoumis, avec les différentes forces écologistes, ELV, Génération Écologie, Génération Ouest, et en fait, je pourrais vous-même vous en citer d'autres, parce qu'il y a des mouvements citoyens, il y a le Parti Pirate, donc en fait, dans notre majorité, on est très, très, très divers. Et ça fonctionne. On arrive à faire fonctionner cette majorité. On prend le temps de s'écouter. Des fois, on n'est pas d'accord. On en parle. On trouve des moyens de gérer nos désaccords. Et ça avance. Et ça a permis d'engager des transformations profondes de la ville de Lyon. Je vous en dirai rapidement quelques mots tout à l'heure. Parce que je vais en glisser 2 mots, parce que je vais avoir besoin aussi de députés, en fait, pour soutenir. Pas simplement les sénateurs. On est venu en force à Lyon, je suis avec le sénateur Dossu qui est là, qui a participé aussi à cette campagne 2020. On a besoin de sénateurs, mais on va avoir aussi besoin de députés pour nous défendre, pour nous soutenir sur certains sujets. On va avoir besoin, bien sûr, d'un gouvernement. Donc voilà, vous dire déjà que la NUPES, ça fonctionne. Et puis surtout, vous parler de la campagne de l'entre-deux tours de 2020. Elle était un peu particulière, cette campagne, parce qu'en fait, il y a eu un confinement entre les 2 tours. Donc forcément, c'est un peu étiré. Et pendant cette campagne d'entre-deux tours, on a eu le droit à peu près au même vocabulaire qu'on est en train d'entendre. On a eu le droit au dogmatisme, on a eu le droit au chaos qui allait s'abattre sur la ville de Lyon, au déclin, aux gens qui allaient fuir en masse la ville de Lyon. On nous a même comparé à Hitler. Voilà. On a quand même été très très loin sur les métaphores, les comparaisons extrêmes. Nos opposants sont tombés dans toutes les indignités, les indécences possibles. Et pour moi, ce qu'on est en train de vivre là, aujourd'hui, ce que j'entends depuis maintenant 48 heures, depuis dimanche soir, c'est la même chose. C'est la même chose. Moi, ce que j'ai à vous dire ce soir, c'est qu'en fait, ceux qui n'ont plus que la peur à agiter
en politique, eh bien, ce sont ceux qui n'ont plus d'idées, plus de projets et qui n'ont plus rien à dire. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, ils n'ont plus rien à dire que de dire du mal de nous. Eh bien, ça, c'est le signe d'une très très grande fébrilité. Et c'est le signe qu'ils ont conscience qu'il est en train de se passer de quelque chose de très profond. Quelque chose de très profond, c'est ce que nous portons collectivement. C'est quelque chose, je crois, on peut le dire, qui est bien plus grand que nous, qui est bien plus grand que nous individuellement, qui est même bien plus grand que la somme de ce qu'on peut représenter individuellement. On s'est tous engagés dans ce combat. Donc voilà, cette peur, il faut la prendre comme un signe d'enthousiasme, comme une énergie pour nous, comme le signe qu'on est peut-être, je l'espère, mais je le crois, en train de réaliser quelque chose de très très grand. Alors, la suite à Lyon, vous la connaissez, on a gagné en 2020, juste pour vous donner 2 chiffres. Dans l'entre-deux tours, il y a un sondage qui est sorti qui me donnait à 36%. C'était dans une triangulaire, j'ai fini à presque 53% finalement au 2e tour. C'est dire à quel point la sous-estimation de notre capacité à aller loin était importante. Donc on a gagné en 2020, et depuis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, aux élections régionales, même aux présidentielles, quand je regarde l'arc que forme la NUP, eh bien, notre électorat s'est confirmé. On a gagné des électeurs, en fait, élection après élection. Donc moi, en tant que maire de Lyon, forcément, j'en suis très heureux, parce que même si vous lisez sans doute ici depuis Paris, parce que vous ne savez pas ce qui se passe à Lyon forcément, mais vous lisez depuis Paris que nous sommes des écologistes absolument dogmatiques, terriblissimes, et qui mettent la ville à feu et à sang. Mais en fait, eh bien, les gens d'élection en élection confirment qu'ils sont très heureux d'avoir aujourd'hui une majorité composée d'écologistes, de socialistes, de communistes et d'insoumis. Et donc, oui, c'est vrai qu'on a un peu préfiguré la NUP, en quelque sorte. J'en tire aucune gloire, parce que pour moi, c'était une évidence qu'il fallait construire ce projet municipal ensemble. Alors, je disais rapidement, tout à l'heure, et je vais essayer d'être bref, c'est vrai qu'on a engagé un certain nombre de transformations dans la ville. J'avais simplement envie de vous parler de 2 choses qui sont très importantes pour moi, comme ça je fais passer des messages à nos députés en même temps. Moi, j'ai décidé de faire de Lyon la ville des enfants. Pourquoi la ville des enfants ? Parce que oui, on a besoin de rénover les écoles parce que ce sont des passoires thermiques. Oui, on a besoin d'avoir des cours végétalisés. Je sais, vous appelez ça cours oasis à Paris. Mais nous, on appelle ça des cours nature. Oui, on a besoin d'apaiser les abords des écoles en piétonnisant. Mais plus largement, on a besoin de concevoir tout notre urbanisme, tout l'urbanisme de la ville, eh bien, en considérant le point de vue des enfants pour que la ville ne soit plus un objet de danger, ne soit plus synonyme de risque, mais que la ville soit synonyme d'épanouissement, d'émancipation, de découverte, de terrain d'exploration, de jeu, parce que c'est comme ça que nos enfants grandissent et s'épanouissent. Et moi, c'est ça que je veux faire de la ville de Lyon. Et c'est pour ça qu'on met 350 millions d'euros d'investissement sur l'enfance, et c'est notre plus gros budget dans notre programmation pluriannuelle des investissements. Mais je vais avoir, bien sûr, besoin aussi des députés pour nous aider à avancer, pour aller plus loin, parce qu'il faut aller vite là-dessus. Et puis, j'y viens au gouvernement. Exactement. Mais en fait, quand on s'intéresse aux enfants, on se rend compte que, eh bien, on s'intéresse à tous les publics vulnérables, et c'est ça qui compte. La deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est qu'on a engagé la ville dans une trajectoire de neutralité carbone d'ici à 2030. Donc les 2050 que nous annonce Emmanuel Macron, qui sont simplement une absurdité, puisqu'en 2050, on aura déjà éclaté l'accord de Paris. On sera bien au-dessus des 2 degrés, on sera en train de cuire, littéralement. Donc nous, on a fixé cet objectif à 2030. On est même un peu plus ambitieux que les Finlandais qui ont fixé 2035, donc j'en suis très heureux. Et pour tenir cet engagement, pour tenir cette ambition, on s'appuie même sur un programme de la Commission européenne qui s'appelle 100 villes climatiquement neutres et intelligentes pour 2030. Et la ville de Lyon, après avoir déposé sa candidature, a été lauréate de ce programme de la Commission européenne. C'est dire à quel point on est très attaché à l'Europe, et c'est dire à quel point l'Europe peut être aussi pour nous, eh bien, une source de progrès, et même une source d'inspiration, parce qu'on espère bien évidemment, en étant lauréat de ce programme, donner envie à bien d'autres villes de s'engager là-dessus. Et puisque je parle d'Europe, je voulais juste faire une petite parenthèse, parce qu'on n'arrête pas de nous faire le truc de la désobéissance à l'Europe, mais simplement vous dire que
vous rappelez que la France a été condamnée, la France, donc le gouvernement français, l'État français a été condamné à plusieurs reprises, vous le savez, pour non-respect de la réglementation en matière de qualité de l'air, qu'on a payé des dizaines de millions d'euros de sanctions à la Commission européenne pour non-respect de la réglementation. Nous, à Lyon, qui voulons mettre en place une zone à faible émission, on attend que le gouvernement mette en place la réglementation qui nous permette de déployer notre ZFE. Le gouvernement a procrastiné. Il devait faire des choses dès 2022, dès 1er janvier 2022, ils ont repoussé. Donc aujourd'hui, qui, je vous le demande, qui désobéit à l'Europe? Qui piétine les règles de l'Union européenne? C'est pas la NUP, c'est le gouvernement actuel, c'est Macron qui depuis 5 ans ne se préoccupe pas de la qualité de l'air dans les grandes métropoles. Et il a beau nous dire qu'il s'occupe de nos enfants, en fait, en tout cas, je peux vous dire qu'il ne s'occupe pas des enfants qui habitent les villes, parce que sinon, il aurait pris des mesures bien plus drastiques. Alors pour tout ça, pour aller plus loin dans notre ville, mais aussi parce que, effectivement, on a besoin de sortir de cette inaction, de cette procrastination systématique, eh bien, moi, j'ai juste une petite demande à vous faire. Je sais que Sandrine a déjà fait un score, voilà, sérieux, correct, très enthousiasmant. Mais non seulement on a besoin de faire élire Sandrine Rousseau, mais on a besoin d'envoyer un signal aussi. On a besoin d'envoyer un signal en faisant pas simplement élire Sandrine, mais de bien faire élire Sandrine. Voilà, il faut qu'elle pète les scores, il faut qu'elle laisse la République en marche loin, loin, loin derrière. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et si je vous ai parlé de ce qui s'est passé à Lyon, c'est parce que, oui, je crois que la dynamique est enclenchée. Quand je vous vois aussi nombreux ce soir à militer, à parler autour de vous, à encourager les gens à aller voter, parce que là, il nous manque des abstentionnistes pour aller combler les quelques points qu'il nous faut pour gagner, eh bien, je me dis que nous sommes en train de faire quelque chose d'historique, en tout cas que l'histoire est devant nous, et qu'au soir du 19 juin, on pourrait peut-être, si on s'y met tous, eh bien, avoir effectivement un gouvernement NUP, et là, tout devient possible. Merci. Merci beaucoup Grégory. Merci d'autant plus que je sais que tu as un train à prendre, un TGV pour retourner à Lyon. Donc vous l'excuserez s'il part en plein milieu du meeting. La personne qui va prendre la parole maintenant, c'est Caroline Dehaas, militante féministe hors pair, comme j'ai jamais vu. Je voudrais la remercier presque à titre personnel, mais je pense au titre de tous et toutes ici, parce que je suis dans pas mal de boucles, Telegram, WhatsApp et autres, et je sais le travail en fait qu'elle a abattu pendant cette campagne législative pour que les candidats et les candidates de la NUPES soient le plus haut possible au premier tour des législatives. Donc je voudrais la remercier d'abord pour ça. Et ensuite, je voudrais aussi la remercier, mais je crois aussi au nom de tous et toutes ici, pour le boulot qu'elle a bas sur les questions de féministes. Et Dieu sait s'il y a du boulot. Je dis en rigolant. Comment ? Dieu n'a rien à voir là-dedans, c'est vrai. Non mais j'oublie, excusez-moi. Abus de langage. Parce que là, je ne sais pas si tu as vu, Caroline, mais pendant qu'on parlait, au début de ce meeting, il y a eu des nouvelles révélations de Mediapart sur Damien Abad. Donc il y a une nouvelle plainte pour viol. Je ne sais pas si c'est une plainte, mais en tout cas, il y a une élue Modem qui a déclaré que Damien Abad l'avait violée. Donc pour ceux qui n'ont pas reçu la notification Mediapart, je vous mets au courant. Et je sais à quel point Caroline est mobilisée sur ces sujets-là, mais je sais que Sandrine, mais aussi Daniel, et d'ailleurs tous et toutes ici, vous êtes mobilisés sur ces sujets-là, et au nom de nous-mêmes, je nous remercie d'être mobilisés sur ces sujets. Donc je donne la parole à Caroline Dehaas. Merci beaucoup, merci. Alors, d'abord, je suis hyper contente d'être là. Oui, je vais dans les aigus quand je suis hyper contente. Voilà, donc je suis très joyeuse de faire cette campagne. Ça fait quand même un moment que je milite. Et franchement, des campagnes d'union de la gauche comme ça, j'en ai pas vécu beaucoup. Donc d'abord, beaucoup de joie et d'enthousiasme d'être là. Et puis, je voudrais vous faire un petit exercice.
Je voudrais vous proposer de fermer les yeux, vous mettre à la place d'Elisabeth Borne, et puis d'imaginer l'Assemblée nationale avec Rachel Keke, Daniel Obono, Nadera Belletrèche, Léa Balage qui se présente face à Stanislas Guérini, ou avec Sandrine Rousseau. Vous pouvez ouvrir les yeux et franchement, je comprends que ça fasse un peu flipper. Hein, entre nous. Parce que vous avez quand même en face de vous une bande de meufs qui vont rien lâcher. Voilà, pendant 5 ans. Et ça, je comprends que quand on est un gouvernement, quand on est de droite, ça fasse flipper d'avoir en face de nous des gens convaincus, qui sont pour beaucoup d'entre elles issus de la société civile, et qui vont s'appuyer sur l'expérience de terrain, l'expérience de ce qu'elles ont vu au quotidien, pour porter des projets de transformation radicale de la société. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que plus il y aura de députés à l'Assemblée, évidemment, si les députés sont majoritaires, il y a la possibilité d'avoir un gouvernement, mais même si les députés ne sont pas majoritaires, en fait, plus il y en a, plus ça change la donne. Et notamment, en fait, plus chaque nouveau député, chaque nouvelle députée qui rentre à l'Assemblée de gauche, c'est un peu plus de difficultés pour Emmanuel Macron pour appliquer sa réforme des retraites. Un député en plus, 2 députés en plus, 3 députés en plus, c'est la possibilité de résister plus fort à la réforme des retraites. Donc la réforme des retraites de Macron, c'est très simple, c'est 65 ans, l'âge légal de départ à la retraite. Ça veut dire que pour 100%, allez, laissons une marge d'erreur, peut-être pour 99,9% de la population, peut-être que pour Bolloré, c'est pas négatif cette réforme, mais pour 99,9% de la population française, cette réforme, elle va dire soit qu'on va avoir des retraites plus petites, soit qu'on va devoir travailler plus longtemps pour avoir des retraites, soit les deux. Donc c'est une catastrophe à tous les niveaux. Plus il y a de députés à l'Assemblée, plus on a la possibilité d'empêcher cette réforme. Soit en étant majoritaire et en faisant la réforme à 60 ans, soit en étant le plus nombreux et plus nombreuses possible et en bloquant la réforme, très clairement. Et je pense que pour moi, c'est vraiment le message de ce second tour, c'est qu'il faut envoyer un maximum de députés à l'Assemblée pour, si possible, avoir un gouvernement de gauche et écolo, mais aussi pour pouvoir ne pas laisser les mains libres à Emmanuel Macron, faire de l'Assemblée nationale un contre-pouvoir à Emmanuel Macron pendant 5 ans. Et puis l'autre élément, c'est que des députés féministes à l'Assemblée, ça permet aussi de renverser la table sur un certain nombre de thématiques, et notamment sur la question des violences sexistes et sexuelles. Alors quand on parle de ces sujets-là, en général, encore, de moins en moins, mais encore, parfois en repas de famille ou à la machine à café, on nous regarde et on nous fait « Globalement, ça va, hein ? Tu vas pas te plaindre, hein ? T'es pas... » Alors là, en général, on ne prend pas la Suède comme comparaison. T'es pas en Afghanistan, ici, hein ? Ou par rapport à ta grand-mère, ça va quand même beaucoup mieux. Donc on se rend compte que nos oncles, nos tantes se découvrent grands spécialistes de la géopolitique ou de l'histoire des droits des femmes à travers le monde. Donc oui, ça va beaucoup mieux qu'en Afghanistan. Oui, ça va beaucoup mieux que du temps de nos grands-mères. La question, quand on se présente à une élection et qu'on s'intéresse à la vie politique ou à la vie publique, c'est est-ce que ça va ? Vous connaissez le nombre de femmes en France qui, selon les statistiques qu'on arrive à obtenir dans les instituts qui font des statistiques sur la question des violences, le nombre de femmes, la part des femmes qui ont déjà subi une violence sexuelle en France, c'est 1 sur 2. 1 sur 2. Donc ça veut dire que chacune et chacun d'entre nous, on connaît une personne qui a été victime d'une violence sexuelle. D'accord ? C'est massif. On n'est pas face à un petit problème. On est face à un problème structurel qui a des conséquences sur 100% des structures de la société. 100% des structures de la société sont concernées par ces violences. Et donc, si on envoie à l'Assemblée des députés féministes, ça nous permet de faire bouger les choses. Comment ? Tout simplement en faisant l'inverse de ce qu'a fait Macron pendant 5 ans. En fait, c'est assez simple. Hein. En matière de politique publique sur les violences, il faut prendre tout ce qu'il a fait et faire pas pareil. Voilà. Ce qui est quand même assez... Alors, je dis ça un peu en rigolant, mais en même temps, c'est assez énervant. Parce que c'était quand même le quinquennat de MeToo, quoi. C'est-à-dire que moi, ça me met en colère de me dire que Macron a raté l'occasion unique de changer la donne sur la question des violences. Il n'y aura sans doute pas, en tout cas dans les 5-10 ans qui viennent, des mouvements sociaux aussi massifs, d'accord, qu'on a eu en 2017 sur la question des violences sexuelles. C'était énorme, c'était un mouvement social mondial d'une ampleur inédite. Ça veut dire que le président de la République, en 2017, il avait l'occasion de mettre en place des politiques publiques qui auraient été soutenues par la population, qui auraient pu changer radicalement la donne. Il n'a pas fait ça. Il y a 3 éléments notamment qu'il a fait, je vais très vite. La première chose, c'est qu'il a nommé à plusieurs reprises des hommes mis en cause pour des faits de violence. On parle beaucoup de Darmanin, on parle de Abad, on oublie quand même que Emmanuel Macron a nommé Nicolas Hulot en étant informé à l'époque que Nicolas Hulot était mis en cause pour des faits de violence. Vous allez me dire, mais comment t'es sûr qu'il était informé ? Moi, j'étais informé à l'époque. Donc si moi, j'étais informé,
soit Emmanuel Macron a vraiment des très mauvais services de renseignement, ce qui n'est sans doute pas vrai, soit en fait Emmanuel Macron savait. D'accord ? Donc il a nommé sciemment, en connaissance de cause, des hommes mis en cause pour des faits de violence sexuelle extrêmement graves. Donc ça, il ne faut pas faire ça. D'accord ? La deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il faut... En fait, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est faire de l'éducation un axe prioritaire de la lutte contre les violences. Pendant 5 ans, Emmanuel Macron n'a été que sur intervenir après les violences. Donc des outils de pénalisation, des outils de renforcement, de tentative de renforcement du système pénal. À aucun moment, il a mis en place des dispositifs de prévention. Et des députés féministes à l'Assemblée, ça peut obtenir ça. Ça peut se battre pour faire en sorte que cet angle mort total de la Macronie, qui est la prévention, qui est juste l'outil le plus efficace pour en finir avec les violences, soit enfin à l'ordre du jour. Et puis le dernier élément, c'est que moi j'ai beaucoup d'espoir dans le fait que des députés féministes à l'Assemblée réussissent enfin à mettre sur la table la question des dysfonctionnements majeurs de nos institutions. Je dis dysfonctionnement pour être poli, parce qu'en fait, ce n'est pas des dysfonctionnements. La police, les forces de l'ordre, la justice en France sont des institutions anti-femmes. Anti-femmes. Ah, Caroline, t'exagères, tu peux pas dire ça. Pas tous les policiers, pas tous les systèmes. 70% des plaintes pour viol sont classées sans suite en France. 94% des plaintes pour harcèlement sexuel sont classées sans suite en France. On est quasiment à 100%. C'est-à-dire que vous allez porter plainte pour des faits de harcèlement sexuel, il y a quasiment 100% de risque que ce soit classé sans suite. D'accord ? Donc on est dans des systèmes qui sont totalement dysfonctionnels structurellement. C'est pas, il y a juste quelques petits problèmes ici et là. Et ça, si on veut réussir à le faire changer, on a besoin de députés à l'Assemblée. Pas uniquement pour proposer des lois. Parce qu'en matière de lutte contre les violences, en fait, les lois, elles peuvent être améliorées. Mais globalement, elles sont assez bonnes. Le problème aujourd'hui, c'est que ce n'est pas devenu un sujet politique majeur, de politique publique. Et des députés, elles peuvent pas uniquement servir à porter des lois, elles peuvent aussi faire exister des thématiques dans l'espace public, instaurer un rapport de force avec le gouvernement, y compris si c'est un gouvernement de gauche, parce qu'on aura besoin, et on sera là dans la rue, ne vous inquiétez pas, pour vous aider à mettre en place un gros rapport de force avec le gouvernement. On aura besoin de députés qui portent ce rapport de force à l'Assemblée. Et pour l'avoir vécu il y a quelques années, quand il y avait plus de députés de gauche ou féministes à l'Assemblée que dans le dernier quinquennat, en tant que militante féministe, c'était super important là, de discuter en permanence avec les députés. D'abord, on avait des infos avant les autres et on préparait nos mobilisations. Et puis, ça permettait qu'il y ait un relais politique en fait, aux revendications féministes. Voilà, donc merci Sandrine. Bon courage pour ce second tour. Et puis, oui, dernier mot quand même, parce qu'en fait, c'est pas gagné partout. Vous avez forcément des oncles, des tantes, des frères, des sœurs... j'allais dire des animaux de compagnie, mais ils ne votent pas. Des gens, pas encore, des gens autour de vous qui habitent dans des circonscriptions qui peuvent basculer. D'accord ? Par exemple, Christophe Castaner, il y a un militant qui s'appelle Léo Walter qui peut le battre. On peut battre Christophe Castaner, vous imaginez ? Richard Ferrand, on peut le battre. D'accord ? Stanislas Guérini, on peut le battre. La ministre de l'Environnement, on peut battre Borne aussi, tout à fait. Amélie de Montchalin, on peut la battre. Donc envoyer des SMS, poster des messages sur les réseaux sociaux à n'en plus finir. Venez faire du porte-à-porte. D'accord ? Il y a des gens qui n'ont jamais fait de porte-à-porte ici ? Non, levez la main, mais on vous cible pas. Bah, faites-en. Qui organise le porte-à-porte chez toi ? Qui est là ? Viens, il faut qu'on te voit, parce que sinon... Donc vous allez voir Lucie. Ouais, mais attends, il faut recruter pour le porte-à-porte, là. Lucie, voyons. Donc, les gens qui veulent faire du porte-à-porte. Donc là, vous allez flipper, c'est quoi le porte-à-porte ? Je vais devoir aller parler aux gens. C'est génial, le porte-à-porte. C'est l'expérience militante la plus kiffante que moi, j'ai jamais faite. Vous allez parler aux gens et vous allez les convaincre d'aller voter. Donc, Lucie qui est là, elle est là. Super. Lucie qui est là. Voilà, vous allez la voir, vous lui donnez votre numéro et elle va vous donner tous les trucs à faire. D'accord ? Voilà, bonne campagne. Et franchement, même si vous avez qu'1 heure ou 2 heures, venez differ des tracts, venez faire du porte-à-porte, envoyez des SMS. C'est vraiment hyper kiffant de le faire. Et puis le soir où on gagne, c'est ultra kiffant de se dire qu'on a participé à ça. Merci beaucoup Caroline. Je me demande pourquoi t'es pas déjà députée, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais arrête. La personne à qui je vais donner la parole maintenant, c'est Pierre Laurent, qui est sénateur communiste de Paris, qui est l'ancien secrétaire national du Parti communiste. Je pense que le communisme, dans cette alliance de la NUPES, je pense que c'est vraiment une composante importante, de par d'abord l'histoire dont elle est aujourd'hui l'héritière, l'histoire
à la fois du mouvement ouvrier, mais aussi l'histoire du Parti communiste. Hein. On sait ce qu'on doit au Parti communiste aujourd'hui, énormément de conquis sociaux notamment. Je suis d'autant plus heureux que tu sois là, Pierre, parce que je sais que les relations n'ont pas toujours été très tendres entre Sandrine et le secrétaire national actuel. Donc c'est bien qu'aujourd'hui... Quoi ? Ah, ça, c'est vrai que ça n'a pas... Mais c'est heureux qu'aujourd'hui Pierre soit là et que vous ayez tous réussi à vous mettre autour de la table. Donc Pierre, je te cède la parole. Si tu peux te mettre debout. Là. Mais je prends mon petit papier parce que je ne veux pas oublier de vous dire. Bon, d'abord, merci de cet accueil, de cette présentation. Mais ce que je vais dire, c'est ce que pensent les communistes. Pas seulement Pierre Laurent, l'ancien secrétaire national. C'est la décision de s'engager dans la NUPES. C'est vraiment notre décision collective et elle est partagée. Elle est largement partagée chez nous, je tiens à le dire. Je suis très heureux d'être là parce qu'on était il y a quelques jours avant le premier tour avec Sandrine Rousseau sur une place du 20e dans mon arrondissement où elle est venue soutenir la candidate qui, elle aussi, je pense, va être, comme Sandrine, élue dimanche, en l'occurrence Danielle Simonet. Donc, elle m'a demandé ce soir-là si je voulais venir dans le 13e ce soir. Évidemment, c'était avec beaucoup de plaisir. Pas parce qu'on se connaît tellement, parce qu'en fait, la première fois qu'on s'est dit bonjour, c'est au meeting de Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière. On ne se connaissait pas. Moi, je connaissais Sandrine... évidemment, parce que je regarde la télévision, comme tout le monde, mais on ne se connaissait pas plus que ça, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là. On est là ce soir parce qu'on a un objectif commun qui est évidemment très important, et c'est de ça dont je veux vous parler. On veut donner la victoire à la NUP, pas seulement faire des bons résultats. On est mobilisé parce qu'on veut donner la victoire à la NUPES dimanche, et je pense que c'est possible. Mais tout de suite, je veux dire, c'est possible à la condition que la mobilisation soit supérieure, en tout cas chez les électeurs et les électrices de gauche, les électrices et les électeurs écologistes, soit supérieure à ce qu'elle a été dimanche dernier. Parce qu'après le résultat de dimanche dernier, on sait qu'on va élire beaucoup. On sait déjà, on est sûr qu'on va déjà élire beaucoup de députés de gauche et écologistes. Ça, c'est sûr. Mais ce qui n'est pas encore totalement sûr, c'est qu'on obtienne la majorité. Et ça se jouera sur la mobilisation qui va se jouer dans les jours et les heures à venir. Et c'est autour de ça qu'il faut essayer de se mobiliser. On a besoin de cette victoire. Quand je dis « on », ce n'est pas un problème personnel ou de ceux qui sont ici. Parce qu'il y a des urgences terribles dans ce pays. Moi, c'est la première chose que je veux dire. Il y a beaucoup de gens, j'en croise évidemment beaucoup dans mon arrondissement, j'en croise partout où je vais, vous en croisez, j'imagine ici quand vous faites du porte-à-porte. Il y a beaucoup de gens, beaucoup, et même une très grande majorité, pour qui 5 ans de plus, ça sera terrible. 5 ans de plus de la politique de Macron, ça sera insupportable. Il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui n'arrivent pas à vivre, qui n'arrivent pas à s'alimenter correctement, qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leur famille. Il y a des gens qui sont expulsés de leur logement. Il n'y a pas assez de logements abordables. Et on le sait, à Paris, c'est une grande question. On manque de logements abordables. Et plus ça va, plus ça se dégrade d'ailleurs. Parce qu'il y a une envolée spéculative qui rend difficile, de plus en plus difficile, l'accès au logement. Et quand les gens ne peuvent plus vivre à Paris, ils vont vivre un peu plus loin. Ils font de plus en plus de transports. Et ça dégrade tout, ça dégrade leur vie, ça dégrade les conditions écologiques de la vie ici, la qualité de l'air, etc. Donc il faut répondre à ces urgences. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se soigner. Pendant la pandémie, moi j'ai suivi de près la mission d'information qui a été faite sur la vie étudiante, puisque c'était un sénateur de notre groupe qui conduisait cette mission. Les conditions de précarité de la vie des étudiants et de tous ceux qui vivent à Paris, qui étudient là, juste à côté d'ici, sont terribles. Le renoncement aux soins chez les étudiants de notre pays est considérable. Donc nous sommes dans une situation
qui est extrêmement difficile. Et le changement pour leur vie, le changement pour l'écologie, le changement pour le climat, le changement pour penser autrement le travail, pour redonner du sens à son travail. Tous ces changements-là sont aujourd'hui une urgence, pas quelque chose qu'on peut repousser à plus tard. Et les changements, évidemment, contre les violences sexistes dont vient de parler Caroline, tous ces changements-là ne peuvent pas attendre. Donc nous avons besoin de cette victoire. Et c'est pour ça que la nouvelle Union populaire, elle était tellement attendue. Elle aurait sûrement pu venir plus tôt, mais tout ça, c'est des conquêtes. C'est jamais un long fleuve tranquille, je suis bien payé pour le savoir. Mais ces constructions unitaires, eh bien, il faut les gagner. Quand on les a, on voit bien quelle dynamique ça crée et quelle possibilité de victoire ça crée. Donc, cette urgence, elle est là, il faut y répondre. Je veux dire aussi que la nouvelle Union populaire, elle répond, pour moi, à une terrible exigence, enfin terrible, elle n'est pas terrible celle-là, mais à une exigence démocratique qui devient maintenant une condition du bien vivre. Parce que on nous attaque, des fois, nos adversaires nous attaquent sur le fait que nous sommes différents, que nous avons des débats. Mais c'est une richesse d'avoir ces débats-là, de vouloir ensemble avancer dans la même direction pour le bien commun, tout en ayant des discussions sur un certain nombre de choses. Mais c'est ça la démocratie. Et c'est ce que les gouvernements ne supportent plus. Moi qui suis un parlementaire, il y en a d'autres ici, nous sommes bien placés pour savoir comment le gouvernement essaye d'étouffer partout où il peut le débat et la possibilité de changer ce qu'il a décidé. Et en l'occurrence, pas le gouvernement, mais un seul homme à l'Élysée. Et sur tous les sujets, ça fonctionne comme ça. Et ça n'est pas possible, parce que la société n'est pas comme ça. La société, elle est diverse, la société, elle est plurielle, la société, elle est traversée de débats. Et faire vivre ces débats, ces animer, les assumer jusqu'au Parlement, c'est ça la démocratie. Et moi, je suis très très heureux, et je peux vous dire très heureux, vraiment profondément, que la nouvelle Union populaire, en menant cette bataille législative, remette au centre du débat, et on voit combien c'est difficile, parce que la présidentialisation de la vie politique a fait beaucoup de mal, eh bien remettre au cœur du débat la question de la représentation législative, de l'Assemblée nationale, du Parlement, donc d'une Assemblée où effectivement il y aura des gens venus de toutes les catégories de la société, des gens différents qui pourront se confronter, mais ils ne supportent pas ça. Pour eux, la conception d'une majorité, c'est une majorité de godillots qui doit voter toujours de la même manière, exactement comme a décidé le président de la République. Eh bien, nous, on ne veut pas ça. On veut, au contraire, une vie démocratique bouillonnante, où il y aura du débat, et pas pour cultiver les différences entre nous, évidemment pour créer du commun, pour dépasser ces différences, pour créer de la convergence, mais pour assumer ce débat démocratique et pour redonner du pouvoir au Parlement. En fait, la démocratie, ils ont oublié ce que ça veut dire. Ils ont vraiment oublié ce que ça veut dire. Et ce qu'a fait Macron aujourd'hui, je veux en dire un mot, ce qu'a fait Macron aujourd'hui, le discours qu'il a prononcé aujourd'hui, est pour moi grave et scandaleux. Il a un côté même un peu ridicule, on peut dire, mais d'une certaine manière, il faut quand même souligner la gravité de ce qu'il vient de faire. Parce que faire un discours au pied d'un avion militaire, au moment où on part sur une base de l'OTAN à l'étranger, pour dire pas une voix ne doit manquer à la République, n'ajoutez pas du chaos au chaos mondial, le chaos national, pas une voix ne doit monter à la République, tout le monde doit voter pour moi, etc. Ça, c'est un discours martial, un discours de chef de guerre qui prétend imposer le silence au peuple français au moment où le peuple français est en train justement d'avoir l'espoir de réveiller le débat démocratique et la vie démocratique du pays. Donc il ne faut pas se laisser impressionner. Et il faut effectivement renvoyer Macron dans ses cordes et imposer une autre majorité à l'Assemblée nationale pour retrouver de l'air, pour retrouver de l'espoir. Et je pense que
c'est à ça je crois que c'est ça qu'on a tous envie de faire, parce que cette manière de diriger le pays comme un chef de guerre, y compris, parce qu'on n'a pas tout vu puisqu'ils n'annoncent pas leur programme, en voulant probablement faire fonctionner l'économie un peu comme une économie de guerre. Je suis à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat. Je vous dis qu'on n'a rien vu sur ce qu'ils vont nous demander comme sacrifice pour développer les dépenses militaires, pour développer les dépenses d'armement de la France, pour développer l'argent pour la guerre, alors qu'on a tellement besoin d'autre chose pour répondre aux besoins sociaux et tellement besoin d'autre chose pour créer de la sécurité humaine et de la paix. Parce que la sécurité humaine, elle passe par la sécurisation de la vie dans tous les domaines, l'alimentation, l'énergie, l'école, l'éducation. C'est ça, la construction de la paix, pas l'augmentation et l'escalade des dépenses militaires. Et au passage, et pour terminer, je voudrais dire un mot d'un sujet qui me tient à cœur, dont j'ai dit un mot dans le 20e l'autre jour, et j'essaye d'en parler à chaque fois que je peux, parce que nous n'en parlons pas. Personne n'en a parlé dans l'élection présidentielle, et nous-mêmes, nous n'en parlons pas assez. Nous avons besoin dans ce pays d'une très très grande politique culturelle. Ça n'est pas possible d'avoir traité, comme on a traité les gens de culture pendant la pandémie, comme si ça n'était pas essentiel. Il y a des millions de gens qui travaillent dans la culture. Nous avons besoin de ça. Et de la même manière qu'on a besoin à l'école d'une grande éducation non sexiste dès le plus jeune âge, on a besoin de faire revenir dans l'école l'éducation artistique. On a besoin de refaire revenir le sport dans l'école qu'on a sorti des programmes scolaires. On a besoin de ça parce que justement, c'est l'éducation à la démocratie, à la citoyenneté. Alors tous ensemble, j'espère qu'on sera capable, jusqu'à dimanche, de convaincre autour de nous et d'ouvrir à nouveau l'espoir pour notre pays. Merci Pierre. Et longue vie au Parti communiste. Je te remercie. Maintenant, je vais donner la parole à Mélanie Vogel. Non, si tu peux rester debout, c'est mieux. Exactement. C'est pour la caméra. Tout à l'heure, Pierre, tu as dit qu'on était dos au mur. Il y a quand même des motifs de réjouissance et je pense que le score de la NUPES au premier tour des élections législatives est une des bonnes nouvelles quand même de ces derniers jours, de ces derniers moments. Mais il y en a eu d'autres, par exemple l'élection de Mélanie Vogel l'année dernière au Sénat. Donc elle est sénatrice, Mélanie, elle est sénatrice écologiste. Et tu as aussi été nommée, j'ai vu, la semaine dernière, coprésidente du Parti vert européen. Donc je pense que c'est un autre motif de réjouissance. Et je te cède la parole tout de suite. Merci, bonsoir tout le monde. Je vais être un peu plus courte que toi, parce qu'au fond, ce que j'ai à vous dire est assez simple. Ça tient en 2 points. La première chose que je voulais vous dire, je rentre d'Espagne parce que bon, je suis sénatrice des Françaises et des Français de l'étranger, donc moi j'ai la chance et le privilège d'aller soutenir des candidats et des candidates à travers le monde. Et je rentre d'Espagne. Et je voulais vous dire à quel point ce que ça change d'avoir des féministes, non pas seulement dans les institutions. Alors moi, j'expérimente depuis 8 mois ce que c'est d'avoir des féministes dans une institution à 70% vieux, mâles, conservateurs, hétérosexuels, blancs, tout ça. Alors c'est cool, hein, enfin, ça a des côtés sympas, on s'ennuie pas, mais ça a son lot de frustration quand même. Alors je voulais vous témoigner de ce que ça fait d'avoir des féministes au pouvoir. Parce que vous savez peut-être qu'en Espagne, il y a un gouvernement avec des féministes qui sont à la tête de ministères importants, notamment le ministère de l'égalité, et qu'en fait ça change tout. On dit souvent, les écologistes, on a souvent dit, il n'y a pas d'écologie sans écologistes. Je peux vous dire un truc, il n'y a pas de féminisme sans féministes. Et donc, en fait, au ministère de l'égalité, que je suis allée voir parce que ça fait partie des sources d'inspiration pour moi, et j'espère, Sandrine, que quand tu seras élue, on pourra travailler ensemble, parce qu'il y a quand même quelques trucs à améliorer malgré tout dans la loi, même s'il faut aussi mieux l'appliquer, je suis d'accord. Donc, c'est une bande de meufs badass, qui sont là en jean et basket dans les couloirs du ministère et qui se disent en fait là, ils se sont pas rendus compte de ce qu'on a fait, on a le pouvoir, donc ils vont faire un max de trucs à balles très vite avant qu'ils se rendent compte de ce qu'on est vraiment en train de faire. Donc alors les meufs, je vais vous dire, ça dépote. Donc c'est des milliards pour lutter contre les violences conjugales. Ça a été la grande loi en Espagne de laquelle on s'inspire beaucoup
enfin beaucoup de féministes s'inspirent sur la création de juridictions spécialisées pour traiter des violences conjugales qui a l'avantage de traiter cette violence comme une violence particulière, pas comme n'importe quelle violence, de définir dans le code pénal ce que c'est la violence conjugale, de la comprendre comme une violence particulière. Et donc voilà, c'est bien d'avoir des féministes dans les institutions, c'est bien d'en avoir beaucoup, c'est encore mieux quand elles sont au pouvoir, ça change tout, et donc j'espère que Sandrine Rousseau va non seulement être élue, mais qu'on aura une majorité de députés à l'Assemblée nationale de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, parce que ça peut tout changer. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est au sujet de l'Europe. Grégory en a parlé tout à l'heure. Tous patatras, machin, les écologistes se sont trahis sur les valeurs européennes, blablabla. C'est du pur bullshit. Je peux vous dire un truc. En 2017, c'est vrai, quand Emmanuel Macron a été élu, il y a des gens en Europe qui se sont dit ça a l'air cool. Personne ne savait ce que c'était, hein, on ne savait pas, en même temps oui et non. Et donc il y a eu une forme d'espoir. Alors ce truc aujourd'hui, c'est fini. C'est totalement fini. Depuis que dimanche, Emmanuel Macron n'a pas su choisir entre Marine Le Pen et Marine Tondelier, depuis qu'il n'a pas su choisir pour qui appeler à voter entre une militante écologiste et la présidente d'un parti fasciste, je peux vous dire qu'il a perdu toute crédibilité à défendre les valeurs de l'Europe. Toute crédibilité. Personne, y compris dans son propre camp, ne peut tolérer un truc pareil. Et je peux vous dire qu'il faut arrêter ce truc, la République c'est lui, la République c'est nous. Et parce que la République, c'est nous, je vous appelle à voter et surtout, ça a été dit, à faire voter. Faites voter, c'est la mobilisation qui va pouvoir changer la donne. On a la capacité de tout changer dimanche prochain, tout changer. Vous vous rendez pas compte à quel point l'espoir est immense aussi au niveau européen de voir la France, la majorité en France, changer. On a un gouvernement en Allemagne qui a changé de majorité. On a un gouvernement en Espagne, on a un gouvernement au Portugal. Aujourd'hui, ce n'est plus l'Allemagne le problème de l'Europe, c'est la France. Et donc si on arrive à mettre au pouvoir, en France, dans le deuxième pays européen, une majorité qui veut la justice sociale, qui veut résoudre la crise climatique, qui veut apaiser la démocratie, je peux vous dire qu'on peut changer l'avenir de l'Europe entière et du monde. Je vous remercie. Merci beaucoup Mélanie. En parlant de bande de meufs badass, je voulais vous donner une information qui vient de tomber. On a eu donc il y a Daniel Obono aussi présente et qui va prendre la parole tout à l'heure, qui a déjà été élu, qui a d'ores et déjà réélu député. Il y a Sophia Chikirou qui est aussi députée de la NUPES. Il y a Sarah Legrain qui est aussi députée de la NUPES. Et donc là, il y a une nouvelle députée qui a été élue parce que son adversaire au deuxième tour s'est retiré de la course. C'est Clémentine Autain, donc qui vient d'être élue députée de Seine-Saint-Denis, réélue. Donc Sandrine, il reste plus que toi là. T'as pas le choix. Donc maintenant, je vais donner la parole à un autre sénateur. On est envahi de sénateurs et de sénatrices. Un autre sénateur, le sénateur Dossu, sénateur de Lyon, c'est ça, du Rhône. Je te donne tout de suite la parole. Ouais, moi, j'avais pas prévu de prendre la parole. Merci, bonsoir. Moi, j'étais venu ici pour assister à ce qui se passe un peu partout. J'étais venu comparer les énergies, voir si vous avez la même énergie qu'on voit à Lyon, dans la Drôme, partout là où moi je vais. Et vous êtes à peu près correct. Mais vous n'êtes pas... Voilà, ça va un peu mieux. Mais puis du coup, moi je vais vous parler parce que Caroline de Haas a parlé de femmes qui lâcheraient rien à l'Assemblée, et elle a oublié quelqu'un, puisque moi là où je vis et là où je fais campagne, elle s'appelle Marielle Charlotte Garin. Elle a mis 15 points à la candidate macroniste au premier tour dimanche. Je pense qu'elle sera élue dimanche. Elle a 26 ans, elle est écoféministe, elle va rien lâcher. Donc retenez bien son nom, Marie-Charlotte Garin. Elle arrive très vite. Voilà. Donc moi j'étais venu voir si ici on fomentait tous les complots contre la République dont on nous parle dans les médias depuis des semaines, depuis quelques jours même. Et finalement ça va. Oui, non, ça va pas. Mais parce que nous, même notre président du Sénat, nous a qualifiés d'extrémistes radicaux dans un communiqué cette semaine. Et donc moi je viens du Sénat, ça va prendre du temps à changer. Donc on espère que rapidement une assemblée de gauche
marquera le tempo politique de ce pays. On ne va pas attendre que le Sénat change, on ne va pas attendre que le Sénat revienne à gauche. Ça a pris des décennies, ça en reprendra certainement d'autres. Et peut-être on changera le Sénat avant qu'il redevienne de gauche. Enfin, je l'espère. Voilà, moi j'étais venu voir si ici cette énergie vous motivait autant que nous. Nous, on pense qu'on peut gagner. À Lyon, on l'a fait. Je pense qu'on peut le faire à l'Assemblée. Donc j'espère que Sandrine, évidemment, sera élue. Et j'espère par contre que vous allez faire basculer. Si vous connaissez des Lyonnaises et des Lyonnais, n'hésitez pas à envoyer quelques textos pour savoir s'ils ont pensé à aller voter, notamment la jeunesse. On pense pouvoir faire basculer 3 circos sur 4. On espère la 4e. Si vous connaissez un paquet lyonnais, n'hésitez pas à envoyer des textos pour dimanche. On a besoin de vous, on a besoin de tout le monde, on a besoin de Sandrine. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais donner la parole à une députée fraîchement réélue, je l'ai déjà annoncé tout à l'heure, à Danielle Obono. Merci beaucoup. Merci Sandrine et à toute son équipe de cette invitation à participer à ce beau meeting d'entre-deux tours. Je crois qu'on ne mesure pas en fait encore ce qu'on est en train de faire en fait, ce qu'on a déjà fait. Ce qu'on a déjà fait quand on a réalisé cet accord de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, ce qu'on est en train de faire là maintenant avec ce genre de meeting, il y en a partout dans le pays, avec toutes ses forces, toutes nos couleurs. Je crois qu'on est vraiment en train d'écrire l'histoire, pas simplement l'histoire de la gauche et de l'écologie, mais l'histoire de ce pays. Et je crois qu'il faut se le dire et le dire autour de nous, parce que c'est quelque chose d'important, de quelque chose de grave qui peut faire basculer l'avenir de ce pays dimanche. Et parce qu'il est temps, effectivement, que cette histoire, c'est nous qui l'écrivions et qu'on ne se laisse plus dicter nos vies et nos destinées. Donc, soyez fiers déjà. Je voulais partager avec vous cette fierté que j'ai d'être ici et de pouvoir soutenir la candidature de Sandrine Rousseau et de participer à ce moment historique. Je crois, moi, effectivement, comme tous et toutes ici, qu'on peut faire basculer l'avenir de ce pays si on s'y met tous et toutes. Vous le savez, il y a un enjeu fondamental dans l'élection de ce dimanche, ça va être la participation. Je crois que si vous êtes ici, vous êtes convaincus, mais l'enjeu va être que chacun et chacune d'entre vous ont convoqué 2, 3, 4 dans les 2, 3, 4 et même jusqu'au dernier jour, même si ce n'est pas publiquement, autour de vous. C'est ça qui va faire la bascule. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a eu aucune mobilisation de la part du gouvernement pour appeler les gens à s'inscrire, à vérifier s'ils sont inscrits. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se prétendent se lamenter du taux d'abstention, mais en fait, ça leur va bien. Parce que quand le peuple ne vote pas, c'est le statu quo qui se maintient. C'est leurs intérêts qui vont se perpétuer. Parce que ceux des leurs qui ont intérêt à ce que rien ne change, eux, ils vont voter, bien entendu. C'est les nôtres qui ne votent pas. C'est les jeunes, ce sont les classes les plus populaires, les plus vulnérables, qui ont de bonnes raisons d'ailleurs d'être dégoûtés de la politique. Mais comme nous, on le dit, si les dégoûtés n'y vont pas, c'est les dégoûtants qui restent. Et aujourd'hui, il y a besoin de se débarrasser d'une bonne paquet de dégoûtants en premier, et on est en bonne voie de le faire. Donc, la question de la mobilisation de la jeunesse, des classes populaires, va être fondamentale dans ces prochains jours. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point chaque porte toquée, chaque tract distribué au coin d'un marché ou d'un métro est fondamental. Si j'ai été réélue au premier tour, dès le premier tour ce dernier dimanche, c'est véritablement grâce à la mobilisation extraordinaire en fait, des militants et des militantes, souvent des gens qui ne s'étaient jamais engagés avant et qui, au moment du premier tour de l'élection présidentielle, ont eu un déclic et se sont dit « il faut que j'y aille, il faut que je m'engage ». Il y a bien sûr aussi des militants et militantes qui sont en campagne depuis plus d'1 an, depuis que Jean-Luc Mélenchon avait annoncé sa candidature. Et c'est ensemble, c'est avec tous ces gens très différents qu'on a réussi à faire en sorte qu'il y ait ce petit sursaut qui permette que je sois élue au premier tour, dès le premier tour. Et donc, ne doutez pas un seul instant que
chaque tweet, chaque texto, chaque porte-toquet peut faire basculer et peut faire non seulement élire Sandrine, mais en faisant passer le message, en créant cette dynamique populaire, ce rapport de force, on peut véritablement être majoritaire. Je voulais insister, avant de laisser la parole à Sandrine, puisque c'est elle qu'il faut écouter, c'est elle dont le message doit se transmettre partout ici. Je voudrais rappeler aussi l'enjeu fondamental, quasi civilisationnel qui est devant nous, le rôle que peut jouer la France, une France gouvernée par une majorité parlementaire de la nouvelle Union populaire, qui serait effectivement, comme l'a dit Mélanie, un exemple au niveau européen, qui pourrait être le moteur au niveau européen. On commence là, dans les médias, à parler de la canicule qui est là, qui va s'amplifier, et qui est un sujet pas simplement de météo ou de comptoir, mais qui est un sujet fondamental, vous le savez ici, de l'avenir de l'humanité. Cette canicule, c'est le produit du dérèglement climatique. Et ce n'est plus un élément extraordinaire, ça va être l'ordinaire de nos sociétés. Et face à ça, on a un choix de société qui peut commencer ce dimanche. C'est le choix d'une société du chacun pour soi, ou du tous contre tous, et ça, c'est clairement ce qu'on a vu à l'œuvre sous Emmanuel Macron, le chacun pour soi, l'individualisme, et puis le tous contre tous en désignant à chaque fois des fainéants, des gens qui ne sont rien, des musulmans, voilà, quelqu'un contre qui diriger sa colère plutôt que ceux d'en haut, les voisins, les voisines, les gens du quotidien. Ça, c'est le projet qui va nous mener à la catastrophe. Ça, c'est le projet qui va, y compris vis-à-vis de cet enjeu civilisationnel, faire exploser la société. Parce que face au défi du changement climatique, il nous faut une société plus solidaire. Il nous faut une société plus démocratique. Il nous faut une société où on partage pour être plus fort, pour faire face ensemble au défi immense qui est devant nous. Le choix de dimanche peut déterminer si on fait le choix de cette société-là avec le bulletin de la nouvelle Union populaire. Donc ne doutez pas véritablement que ce qui va se passer dimanche va avoir des conséquences immédiates, tout de suite, dans la vie des gens. Ça a été dit notamment par Pierre Laurent sur les questions d'urgence sociale. Ça a aussi des conséquences immédiates dans la vie, tout simplement pour toutes celles et ceux, toutes celles surtout qui sont aujourd'hui victimes de violences. Chaque jour, on en apprend un féminicide tous les 2 jours. Et ça, ce sont des choix politiques de laisser mourir les femmes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. C'est des choix politiques de ne pas mettre de l'argent sur la table. C'est des décisions que nous prendrons immédiatement quand nous serons majoritaires. Mais ça a aussi un impact, comme je le disais, à une échelle de masse, à une échelle internationale. Et pour moi, qui a commencé à militer il y a quelques années maintenant, dans le mouvement altermondialiste, dans les grands rassemblements de Seattle, où un des slogans était « Un autre monde est possible », il y a un peu une boucle qui est bouclée et en même temps une nouvelle phase qui peut s'ouvrir avec le slogan que nous avons pris pendant la campagne « Un autre monde est encore possible ». Il est non seulement encore possible, mais il est à portée de voix, il est à portée de jour. Alors, je vous appelle à transmettre partout ce message. On peut y arriver, on y croit, et puis franchement, moi je crois que ça peut être non seulement nécessaire, mais ce qu'on a à construire, c'est la vie tout simplement, c'est le futur, c'est quelque chose face aux défis qui peuvent être absolument paralysants. Moi je crois qu'on peut aussi construire sur la base de la joie, sur la base de la beauté, et que c'est tout le malheur que je nous souhaite d'être dans cette position-là à partir du 20 juin. On y va, on fait élire Sandrine et on change le monde ensemble. Merci beaucoup Daniel. Avant de donner la parole à Sandrine Rousseau, parce qu'il faut quand même qu'elle prenne la parole à un moment, je voudrais saluer la présence de Rodrigo Arenas, qui est candidat dans la 10e circonscription, dans l'autre partie du 13e, qui est à cheval sur le 14e arrondissement. Et on va donner la parole tout de suite à Sandrine. Mais avant, je voudrais dire un truc, c'est que quand même là, on a une belle brochette de lutteurs et de lutteuses qui déjà,
depuis maintenant 5 ans et depuis souvent plus, en fait, ils se battent et elles se battent, mais comme des fous et comme des folles, pour essayer de faire vivre en fait tout ce dont vous avez parlé. Et cette résistance, franchement, je voudrais vraiment la saluer. C'est vous la résistance. Alors vous êtes l'avenir, mais vous êtes aussi la résistance. Et pour ça, bravo, 1000 fois bravo. Et maintenant, la parole à la future députée de la 9e circonscription de Paris, Sandrine Rousseau. Vous êtes là ? On est là. Et même si Macron ne veut pas, nous on est là. Alors je vais parler un peu rapidement du programme de la NUPES parce que vu que vous allez juste après cette réunion faire des dizaines de milliers de porte-à-porte, vu que vous allez faire des tractages à la sortie de toutes les bouches de métro et de tous les bureaux de la 9e circonscription, et comme vous l'avez déjà fait en masse mais qu'il reste encore quelques portes à ouvrir, eh bien on va rappeler juste quelques éléments du programme, les éléments qui me semblent les plus importants peut-être à raconter aux gens pour leur faire comprendre qu'une victoire de la NUPES, ça n'est pas juste une victoire électorale comme une autre, c'est une victoire qui nous permettra d'écrire l'histoire, de faire en sorte que leur vie, immédiatement, là, dans les jours qui suivent, change. Alors, ce programme de la NUPES, moi j'ai l'impression qu'il se résume en 3 choses. On répare, on prend soin de nous et on prépare l'avenir. On répare tout ce qui a été dégradé. On répare la dégradation des sols en interdisant le glyphosate. On répare la montée de l'inflation avec le blocage des prix pour les biens les plus essentiels. On répare le mal-logement en réquisitionnant les logements vides à Paris. Il y en a plein. On répare la chute de l'hôpital public tout de suite en mettant les moyens et en respectant le personnel soignant. On répare l'isolement de nos anciens en faisant en sorte que chacun et chacune voit des gens, ne soient pas isolés, on rentre en canicule. Qui, aujourd'hui, a pris soin du fait que nos anciens ne sont pas tout seuls dans leur logement? Moi, j'ai ouvert des portes où il y a des femmes, et notamment des femmes seules, isolées, qui pleuraient, qui avaient la voix qui tremblait en disant « Vous êtes la première personne que je vois depuis des jours. Cela n'est pas normal. Nous sommes dans une société où nous ne pouvons pas supporter ça. Nous allons réparer l'environnement, réparer les liens sociaux. Nous allons aussi prendre soin de nous. » et j'ai... C'est bon? Ah yes, on est là. Nous allons prendre soin de nous. Et pour prendre soin de nous, ça veut dire qu'il nous faut sortir d'une société qui est entièrement organisée aujourd'hui autour du profit, autour de la croissance, autour du fait de faire monter le privé et de rendre le public si peu attractif que finalement, les choix les plus rationnels vont d'aller dans une clinique privée plutôt que d'aller à l'hôpital public, dans une école privée plutôt que l'école publique, qui fait qu'on va vers des mutuelles plutôt que de la sécurité sociale. Prendre soin de nous, c'est de nous demander qu'est-ce qui est absolument essentiel à nos vies. Ce qui est absolument essentiel à nos vies, c'est que nous soyons en bonne santé. Et pour cela, il nous faut une politique de santé qui soit une politique digne de ce nom, avec de la prévention, avec un volet de santé environnementale, parce que là, on va rentrer en canicule les prochains jours qui viennent. Mais ceux qui feront des crises d'asthme, ce sont les enfants et les personnes fragiles qui seront le long des axes routiers. Ce seront eux aussi qui sont les plus pauvres et les plus fragiles de la société. Donc une politique de santé, une politique de prévention, une politique de service public. Oui, on doit revenir à 100% de sécurité sociale. Ça a été inventé après-guerre pour que l'on soit tous et toutes en bonne santé. Oui, il nous faut revenir vers le 100% de sécurité sociale. Il nous faut prendre soin de nous et lutter contre les discriminations. Alors Caroline Dehaas en a parlé, Mélanie Vogel aussi. Mais les discriminations sont politiques aujourd'hui. Si vous laissez les violences s'installer, c'est que vous avez une volonté politique qu'elles s'installent. Si vous voulez
limiter le nombre de viols, si vous voulez arrêter les violences conjugales, eh bien pour ça, il faut mettre les moyens, mais surtout, il faut reconnaître qu'on a un problème collectif, et que ça n'est pas un problème mineur que l'on donne à un secrétariat d'État dans un troisième rang gouvernemental et sans moyens qui fait juste des shows à la télé. Non, il nous faut un ministère de l'égalité femmes-hommes qui lutte véritablement contre les discriminations, contre les violences. Il nous faut 1 milliard d'euros, il nous faut doubler le budget de la justice, il nous faut réformer la police, il nous faut faire en sorte que tout ce qui s'est passé de discrimination durant ce quinquennat-là, au-delà des femmes, quand on voit la multiplication des amendes pendant la période du Covid sur des jeunes du 13e, certains sont endettés à hauteur de 30 000 € parce qu'ils sortaient 5 minutes après le couvre-feu. Ces choses-là doivent être réparées. Nous ne pouvons plus vivre dans une société où, selon la couleur de notre peau, nous sommes contrôlés entre 70 fois plus que si nous sommes blancs. Ça n'est pas possible. Il nous faut absolument revenir à une société du prendre soin, de l'égalité entre nous, de la solidarité. Il nous faut une politique de l'éducation qui ne soit pas une politique de sélection et une politique de la restriction des moyens et de la compétition, mais une politique de l'éducation qui soit une politique d'émancipation. Et oui, on a le droit de rater sa première année, c'est pas très grave, on supprimera Parcoursup parce que l'important, c'est que finalement, on ait des années pour réfléchir à ce que l'on veut faire. Il n'est pas si pressé que ça d'aller travailler, il n'est pas si pressé que ça de choisir tout de suite une vie professionnelle. Oui, les gens ont le droit de se tromper. Oui, nous devons revoir Parcoursup parce qu'il n'est pas possible qu'aujourd'hui, il y ait la moitié des jeunes qui soient en stress en attendant les résultats pour savoir s'ils auront ce qu'ils veulent faire. Nous avons le devoir de leur offrir la voie qu'ils veulent faire. Nous avons aussi le devoir de renforcer l'école publique. Parce que là, vous savez que 10 000 élèves sont partis vers le privé. Nous avons des enseignants et enseignantes qui sont en difficulté, qui vont mal, qui ont mal vécu la période du Covid. Et d'ailleurs, j'ai pensé à eux le soir où nous avons tous et toutes appris que Jean-Michel Blanquer avait été éliminé dès le premier tour. Nous avons besoin de culture, ça a été dit. La culture, c'est ce qui fait le lien social, c'est ce qui crée, c'est ce qui nous permet d'être créatifs, c'est ce qui nous permet de travailler ensemble en dehors des relations marchandes. La culture, c'est indispensable à rendre nos vies belles, nos vies heureuses. La culture a été la grande oubliée depuis le Covid. Souvenez-vous, il y avait ce qui était essentiel et ce qui était inessentiel. Les supermarchés étaient essentiels alors que les théâtres étaient inessentiels. Ça n'est pas possible d'avoir cette échelle de valeurs-là. Si nous élisons une majorité de la NUPES, nous renversons la table. Et puis, il va nous falloir prendre soin de l'avenir, sortir d'une société de carbone, prendre soin de nos forêts, de notre eau, se dire que nous avons absolument besoin de quelques litres d'eau pour vivre dignement, de quelques kilowattheures, que tous ces biens-là ne sont pas des biens que nous devrions acheter, ces biens-là sont des biens essentiels à ce que notre vie soit digne. Alors oui, il nous faut préparer l'avenir et faire en sorte que chacun et chacune, quel que soit l'endroit où ils vivent, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit le montant de son revenu, que toute personne en France ait le droit à un minimum de vie digne, un logement, de quoi vivre dignement en matière énergétique, de l'eau, des transports, un espace de nature, un logement correct. Eh bien voilà, la vie, elle est belle. Nous allons devoir réparer nos forêts, qui sont actuellement dans une politique de gestion industrielle, réparer nos cours d'eau pollués par le glyphosate. Nous allons devoir réparer la biodiversité des sols. Tout cela, nous allons devoir le faire pour nos enfants, pour faire en sorte que nous puissions regarder nos enfants droit dans les yeux et leur dire, ben voilà, oui, c'était pas facile, évidemment, c'était beaucoup plus pratique de prendre la voiture systématiquement, c'était évidemment bien plus pratique de jeter le plastique dès qu'on avait un emballage. On a fait des efforts. C'était pas forcément agréable sur le moment, mais on l'a fait pour toi, on l'a fait pour vous, pour que votre planète ressemble à quelque chose, qu'on n'ait pas la honte de vous laisser une décharge plutôt qu'une planète.
Et puis, évidemment, il y a la retraite à 60 ans, il y a le SMIC à 1 500 €, il y a le blocage des prix, j'en ai parlé. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce programme-là, qui finalement est un programme de bon sens, eh bien, on voit bien qu'il crée des remous, on voit bien qu'ils sont très fébriles en face. On voit qu'ils commencent à avoir des éléments de langage. Alors, dans leurs éléments de langage, il y a le fait que ce que nous faisons coûte cher, coûte trop cher. Eh bien, laisser des enfants avoir de l'asthme le long des périphériques ultra pollués et les laisser dans des hôpitaux publics avec des soignants qui vont mal et la moitié des infirmiers et infirmières qui pensent à démissionner, ça coûte cher. Laisser des sols sans plus aucune vie parce qu'ils ont été pollués par des années et des années de pesticides, de chlordécone comme de glyphosate, ne plus être en capacité d'assurer le caractère sain de ces sols, eh bien ça coûte très cher. Faire travailler les gens jusqu'à 65 ans quand ils ont commencé à travailler dès 14 ou 16 ans dans des emplois pénibles, dans des emplois qui usent le corps, leur permettre de ne pas vivre leur retraite, ne pas leur permettre de vivre leur retraite, ça coûte cher. Développer les cancers, laisser les cancers se développer, laisser l'évasion fiscale se développer, laisser les plus riches s'enrichir impunément et continuer à polluer la planète autant qu'il est possible de le faire, puisque vous savez que les émissions de carbone sont directement liées au niveau de revenus. Et les plus riches se sont considérablement enrichis pendant le Covid. Le niveau de leur richesse a même doublé en 2 ans. Ça coûte cher à la collectivité. Nous n'en voulons plus. Dans les autres éléments de langage, ils ont cette idée selon laquelle, finalement, l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est la même chose. Eh bien, je voudrais juste rappeler que l'extrême droite, ça vient de la collaboration, ça vient de l'indignité nationale, ça vient des nazis qui ont fondé les partis d'extrême droite, ça vient de l'Algérie française, alors que l'extrême gauche, ça vient de la résistance, ça vient de l'indépendance de l'Algérie, ça vient des réseaux de solidarité, ça vient des personnes... Ça vient des altermondialistes, ça vient des personnes qui se battent auprès des sans-papiers et que c'est un honneur, si c'est ça, d'être extrême gauche. Ils nous accusent de vouloir mettre le chaos, alors que ce sont eux qui ont éborgné des gilets jaunes et qui les ont ensuite mis devant les tribunaux. C'est eux qui ont fait les lois séparatisme. Ce sont eux qui ont revu les allocations chômage pour faire en sorte que des personnes tombent délibérément dans la pauvreté en pensant que comme ça, ils iront chercher du travail. C'est eux qui ont créé les fractures sociales. C'est eux qui ont créé les discriminations. C'est eux qui, du moins, ne les ont pas gérées. C'est eux qui ont laissé une France fracturée, en miettes, blessée. C'est eux qui l'ont fait. Ce ne sont pas nous. Ce n'est pas nous. Alors maintenant, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est faire en sorte que chaque porte soit ouverte, que chaque tract soit distribué. Nous avons 7 points de retard pour gagner d'ici le 2e tour. Nous avons 7 points à aller chercher. C'est déjà un exploit et c'est grâce à vous que nous l'avons fait. Le premier tour nous a donné à 43%, 16 points devant un député sortant. 16 points devant un député sortant. C'était inimaginable au début de la campagne. Maintenant, il nous faut gagner les 7 points qui nous restent. J'ai absolument besoin de vous. J'ai absolument besoin que tous vos visages soient partout dans le 13e arrondissement. J'ai vu qu'il y avait déjà des tweets en disant « On ne peut pas marcher dans le 13e arrondissement sans rencontrer des militants NUPES ». Je vous félicite. Bravo à vous. On continue. On continue. Ce qui est en train de se passer est historique. On peut gagner la majorité. Si on ne la gagne pas, on l'empêchera de mener ses politiques ultralibérales. Nous avons un rôle historique à jouer. On se lève et on y va!
Rodrigo, député. Rodrigo, député. Rodrigo, député. Rodrigo, député. Et un immense merci à Wilfried Bétourné, qui est le remplaçant sur cette circonscription et qui a fait une campagne absolument formidable. Wilfried. Vraiment, dimanche soir, on peut créer la surprise, ça dépend de vous. Merci à tous et à toutes. Je vous invite à faire des dons pour la campagne de Sandrine, parce que c'est important, hein, c'est comme ça, c'est ça aussi qui va lui permettre de gagner dimanche prochain. Comment ? Et je salue effectivement la présence des grévistes de la BNF, que Sandrine est allée soutenir. Et aussi la présence de Fatoumata Koné. Très important, présidente du groupe écologiste à Paris, au Conseil de Paris. Et je pense que maintenant, place à la musique, hein, la ligne 10 va revenir, le groupe Ligne 10 va revenir et on va pouvoir boire et danser toute la soirée. Merci à vous tous et toutes. Luna va passer avec la boîte si vous avez des dons éventuels. Luna qui est là avec une boîte en carton. Un. La terre serait ronde, où la lune serait bleue.